Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le tableau, qu'est-ce qu'on aura? Le premier élément du tableau, on aura le code de l'étudiant. Le deuxième élément, on aura matière. Et le troisième, on a la note. Donc vous voyez, généralement, quand vous avez une chaîne de caractères dans laquelle il y a un séparateur, souvent, on peut faire cette opération pour récupérer les données. Et ici, donc, si je veux la note, qu'est-ce qui manque à ça? Pas de problème. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant? On aura besoin de récupérer la note. Je sais que la note, elle est de type double. La note, à quoi est égale? C'est tout simplement cette table de 2. Parce que table de 0, c'est E1, c'est le code. Table de 1, c'est la matière. Alors, sauf qu'il y a un problème de type. Alors, string double. Alors, comment convertir un string en double? On va utiliser une classe qui s'appelle double. Point, la méthode parseDouble de table de 2. Ça permet de convertir donc plutôt un nombre en format string vers le double. Et du moment maintenant, si vous voulez faire la moyenne, ben vous ajoutez tout simplement ici, vous déclarez une variable somme, n'est-ce pas? Égale à 0. Et vous avez besoin d'un compteur np égale à 0. Ben, du coup, donc pour chaque ligne, vous incrémentez le nombre, n'est-ce pas? Et à chaque fois que vous avez une note, vous allez faire la somme. La somme égale à la somme actuelle auquel je vais ajouter la note. Donc à chaque fois, j'ajoute la note. Et à la fin, quand je sors de la boucle, qu'est-ce qu'il y aura dans la somme? Il y aura la somme de toutes les notes. Alors si je veux afficher la moyenne, donc je vais utiliser. Alors la moyenne égale. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme divisée par NB. Alors ça, c'est juste un exemple d'application dans lequel on vous montre c'est quoi l'intérêt de travailler avec les streams de traitement. Ici, donc, quand on veut faire le cryptage, il est plus intéressant de lire le fichier caractère par caractère, parce que chaque caractère, je le remplace par un autre. Mais quand il s'agit, par exemple, de récupérer des données structurées dans un fichier texte, on a besoin de lire ligne par ligne. Et chaque ligne, je fais un split, je récupère les champs et je fais ce travail. Alors, il y a beaucoup d'applications dont on aura besoin de faire ces traitements sur les fichiers texte, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, si vous utilisez une base de données qui est déjà structurée, le problème ne va pas se poser. Mais quand vous êtes dans des applications où vous avez des fichiers texte, et après on a besoin de faire un traitement. Alors forcément, on a besoin de faire ce travail, n'est-ce pas? Ça, vous avez parfois des applications où vous dit que si vous voulez participer dans un concours ou je ne sais pas quoi, vous envoyez un SMS et on vous dit que le SMS, il va contenir le code, espace, après vous mettez votre nom, espace, et vous mettez la réponse, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde envoie des SMS et du coup j'ai un fichier texte dans lequel j'ai beaucoup de données. Après j'ai besoin de traiter. Pour traiter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce genre de travail. Est-ce que c'est clair? Bien, alors on arrive maintenant à un autre type de traitement. C'est la compression. Quelque chose de très important. Supposons que vous voulez lire un fichier quelconque et vous voulez le compresser. Vous voulez faire la compression. Vous avez un document Word, n'est-ce pas? Un fichier .doc et vous voulez l'enregistrer dans un fichier .zip. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors, un document quelconque, que ce soit image, peu importe, si vous utilisez file input stream, c'est-à-dire quel que soit le document, que ce soit un fichier texte ou une image ou un fichier binaire d'une manière générale. Alors, on va lire donc avec file input stream, donc je vais lire des octets. On a juste besoin d'utiliser buffered input stream. Avec buffered input stream, qu'est-ce que je fais? Comme buffered reader, je lis une série d'octets, n'est-ce pas? Donc une série d'octets qui vont être stockés. Alors par la suite, si je veux écrire sur un fichier, je peux bien utiliser file output stream, parce que c'est un fichier binaire, mais je vais passer par plutôt un stream de traitement qui s'appelle buffered output stream, qui contient une méthode write qui permet d'écrire également un octet. Pourquoi tout ça? Parce que ici, la classe zip output stream, c'est elle qui va faire la compression. Donc zip output stream, c'est quoi? C'est la méthode qui va faire la compression. Alors vous savez que la compression, si vous voulez faire la compression, c'est quoi le principe de WinZip?
Le principe, ça veut dire quoi la compression de données? Vous avez un fichier qui contient, un fichier binaire qui contient une série des zéros et des 1, n'est-ce pas? Alors si vous comptez, si vous ne faites pas la compression, c'est combien d'octets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets, par exemple, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire, si vous ne faites pas de la compression, c'est 4 octets. Avec WinZip, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va regarder tout simplement, vous avez ici combien de 1 qui se répètent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'est-ce pas? 8, 1. Ben, il va mettre 8, 1. Ensuite, il y a combien de 0? 5. 5, 0. Et après, il y a encore 8, 1, par exemple. N'est-ce pas? Donc, WinZip, c'est ce qu'il fait. C'est une compression sans perte. Il ne va perdre aucun bit d'information. Sauf que, au lieu d'enregistrer un millier de 1 successifs, ce qu'il va faire par exemple 50 octets, il va enregistrer combien de fois le 1 se répète, et après il va mettre 1. Et après, combien de fois le 0 se répète. Et c'est comme ça que c'est comme si je vous demande de simplifier une équation mathématique, n'est-ce pas? Rappelez les exercices des années, je ne sais pas quand est-ce, peut-être l'année dernière. Vous avez une équation qui est trop longue, etc. On vous dit il faut la simplifier. Simplifier, ça veut dire vous commencez à factoriser. Vous prenez des termes en facteur de, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire en réalité, vous ne perdez aucune information. Alors, si vous voulez faire cet algorithme, ce n'est pas la peine de programmer parce qu'il existe déjà dans la classe zip output string. Alors, mais vous... Oui. Si jamais on a 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, il a un fichier fait 1, 0, 1, 0, tu ne vas rien gagner. WinZip, il ne va rien, tu n'as aucun résultat. Mais par contre, WinZip, il est un peu intelligent. Pourquoi? Parce que quand il voit 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, n'est-ce pas? Ben, c'est très simple. Il va écrire combien de fois le 1, 0 se répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas? Ben, il écrit tout simplement 8 fois. C'est-à-dire, en fait, cette fois-ci, c'est le motif qui se répète. Il va prendre carrément un bloc qui se répète et il va le factoriser. Donc, c'est un peu... Je vous donne juste l'idée. Mais après, si vous voulez penser encore un peu plus, vous pouvez lire sur le principe de la compression WinZip. Alors, nous, je vais juste vous montrer avec Java comment créer une application qui permet de lire un fichier et de faire la compression. Et vice-versa, lire un fichier zip et vous faites la décompression. Alors, bien sûr, si vous créez ce genre d'application, ce n'est pas pour développer un logiciel comme WinZip. Ça ne sert à rien parce que ça existe déjà, n'est-ce pas? Mais par contre, c'est parce que dans les applications, généralement, on a besoin de faire ce travail. Souvent, il y a une application qui permet de lire des données et après, il va les envoyer vers une autre application via le réseau, n'est-ce pas? Et vous savez, pour gagner un peu plus de vitesse, avant d'envoyer les données, on va faire la compression. Donc, cette fois-ci, c'est votre application qui doit se charger de faire ce travail. Alors, pour le faire, pour faire cette compression, on est toujours en mode enregistrement. Alors, le principe est le suivant. Je prends un document quelconque. Un document, par exemple, un document Word. Copier. Alors, je le mets dans le dossier paste. Donc, c'est un document Word. Je peux prendre n'importe quel fichier, peu importe. Je voudrais maintenant créer une application qui permet de lire ce fichier-là. Alors, je vais juste simplifier le nom de ce fichier-là. Je vais le renommer refactor rename. Alors, on va l'appeler middleware.doc. Je crée l'application. Application 3, ou bien 4. Ni 3 ni 4, parce que je ne suis pas dans le projet. Alors, application 3, 4. Alors, suivez avec moi. Donc, le principe, c'est très simple. Donc, on va lire à partir d'un fichier. Donc, on reprend toujours les mêmes techniques. File.
Je veux lire à partir d'un fichier f égale new file. Mon fichier s'appelle middleware.doc. Middleware.doc. Comme c'est un fichier binaire, je vais lire avec file input ifs égale new file input stream de f. Je vais lire avec la même chose ici, c'est l'histoire des exceptions, n'est-ce pas? Donc sur round with try catch exception. Vous voyez donc on a l'impression maintenant de répéter les mêmes choses, parce que de toute façon le principe maintenant, si on commence à comprendre, on y va. Alors maintenant je vais lire avec buffered input stream. Alors en fait buffered input stream, il est intéressant quand je veux lire une série d'octets, parce que quand on veut faire la compression, il vaudrait mieux avoir une série d'octets que d'avoir un seul octet. Parce que si vous voulez compresser octet par octet, ça donne aucun résultat. Mais pour faire la compression, je dois avoir une série d'octets. Donc je vais prendre une classe qui s'appelle buffered input stream. Alors buffered input stream égale new buffered input stream. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? If i s. À nouveau donc, buffered input stream, il est lié à file input stream. Alors ensuite, je vais maintenant écrire. Avec quoi? Je vais écrire sur un fichier f2 égale new file. Je vais l'appeler par exemple middleware.zip. Alors je vais écrire comme si c'était un fichier binaire. Donc je devrais passer par quelle classe? File output stream égale new file output stream. Je lui donne comme paramètre f2. Et comme maintenant il s'agit des données, la même chose, je vais passer par buffered output stream. Buffered output stream égale new file new buffered output stream de FOS. Jusque-là, j'ai cet enchaînement-là. Regardez bien. J'ai file input stream, buffered input stream. File output stream, buffered output stream. Alors maintenant, du moment que je vais faire la compression, j'ai besoin d'ajouter un autre stream de traitement qui est file, plutôt zip output stream. On va le faire. Zip output stream, ZOS, égale new zip output stream. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? BOS. Alors BOS, c'est quoi? C'est buffered output stream, qui est lié à FOS. FOS, c'est quoi? C'est file output stream qui est lié à F2. Et F2, il va vers... Donc vous voyez donc l'enchaînement des objets. Alors maintenant, si vous voulez écrire l'application, bah, tout simplement, vous allez faire le même algorithme de tout à l'heure. J'ai un entier C. Et après, vous utilisez while. Je vais lire avec quoi? Je lis les données avec buffered input stream. À quoi est égal C? Égal buffered input stream.read. Tant qu'il est différent de -1. C'est la même chose que tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc je lis des octets et je les envoie avec quoi? Maintenant j'écris avec quelle classe? Zip output. Alors ZOS.write C. Et à la fin je vais utiliser un close. C'est-à-dire ZOS.close et buffered input stream.close. Mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez bien. Ça veut dire quoi ZOS? Ça veut dire que en fait, zip output stream, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il envoie les données. Il envoie les données vers quoi? Quand vous mettez au write, il les envoie vers buffered output stream. Et buffered, il permet de stocker, n'est-ce pas? Il va stocker des octets, une série d'octets. Mais après, quand vous utilisez close, parce qu'en réalité, c'est en close que les données vont être... C'est quand vous mettez close, c'est à ce moment-là que, en fait, les données qui sont mises là,
ils sont compressés. C'est-à-dire qu'en fait, zip output stream, une série d'octets, il va les compresser. Et après, ils vont être envoyés octet par octet vers la sortie. Oui. Donc la compression se fait au moment de la lecture, de l'écriture. Non, la lecture. Bien sûr. Alors ici, donc la compression, c'est l'écriture. La décompression, c'est la lecture. N'est-ce pas? Si vous voulez faire la décompression, il fallait utiliser ici zip input stream. Parce que je lis des données qui sont compressées, moi je fais la décompression. Ici, ça, c'est la compression. Mais est-ce que ça va marcher comme ça? Non. Pourquoi? Il reste juste quelques petits détails. Je peux te déranger? Oui, bien sûr. Bonsoir. Tu es la bienvenue. Il me faut une personne. Pour le Alors, si tu veux pas que ta voix soit enregistrée, on va mettre. Donc, alors, si vous voulez que ce programme puisse fonctionner, on aura juste besoin d'ajouter quelques éléments. Alors, la première, c'est ZOS.set méthode. Cette méthode, en fait, alors la méthode de compression, parce que même dans la compression zip, il existe plusieurs méthodes, d'accord? Alors vous avez, si vous utilisez WinZip, vous rentrez dans les paramètres, vous trouverez qu'il vous propose les différentes techniques de méthode de compression. Alors si vous appelez la classe zip output stream, vous trouverez des constantes. Alors des constantes à deux, ça définit les méthodes de compression. Alors il y a la méthode de, par exemple, stored. C'est une technique qui fait la compression, parce que parfois on veut faire l'archivage, mais on ne veut pas compresser. L'archivage, c'est que vous prenez beaucoup de fichiers, vous les archivez dans un seul fichier, mais après, vous ne voulez pas forcément faire la compression. Et dans ce cas-là, vous utilisez la constante des... D'ailleurs, je ne me rappelle plus, comme les documents sont autorisés, vous rigolez. Alors, c'est pas storage, en fait, deflated, c'est que je fais la compression. Storage, c'est-à-dire je ne fais pas de compression. Mais après, si vous voulez voir les autres constantes, vous consultez la documentation de WinZip, vous trouverez c'est quoi la différence. Alors, vous voulez faire une compression standard, on va utiliser la méthode deflated. Après, il existe également d'autres techniques. De toute façon, ici, je fais la compression. La deuxième, c'est qu'un fichier .zip, qu'est-ce qu'il contient? Un fichier .zip, il peut contenir plusieurs fichiers. Dans une archive, dans un fichier .zip, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va mettre un premier fichier. Pour chaque fichier, il y a ce qu'on appelle une entrée. L'entrée 1, on va mettre un fichier 1.doc. Fichier 1.doc. C'est juste le nom du fichier. Et après, on met les données. On compresse. Mais si vous voulez intégrer dans le même fichier un deuxième fichier, il faut créer ce qu'on appelle une deuxième entrée. C'est quoi une entrée? C'est une entrée dans laquelle on spécifie les informations sur le fichier. Par exemple, l'entrée 2, on va trouver par exemple fichier 2. .xsl, je ne sais pas quoi, on met les données. Et du coup, donc, si vous voulez faire la compression, avant de commencer à écrire les données, il faut tout d'abord créer ce qu'on appelle une entrée. Avec l'entrée, on va mettre le nom du fichier comme ça. Parce que quand on fait la décompression, on récupère le fichier, mais avec son nom. D'ailleurs, c'est pour cela que parfois vous prenez un fichier .zip, vous faites extraire, vous récupérez les fichiers avec les noms. Alors, pour créer une entrée, on va utiliser ZOS. Il y a une méthode qui s'appelle putNextEntry. putNextEntry permet d'ajouter une nouvelle entrée. Et une entrée, généralement, c'est un objet de type zip entry, et vous lui donnez un nom. Et après le nom, on peut mettre par exemple le nom original. Si vous ne voulez pas reproduire le même nom, vous mettez f.getName, n'est-ce pas? Vous mettez f.getName, c'est-à-dire on va garder le même nom. Et ça suffit pour faire la compression. Alors, si vous exécutez cette application, run Java application, alors vous avez une exception, file not found, exception, ce qui est normal, parce que j'ai mal saisi le nom du fichier. Alors, middleware, peut-être on l'a nommé autrement, n'est-ce pas? Le fichier, c'est middle. Ouais. Alors, middle, c'est pas bien écrit. Voilà. Alors, je réexécute l'application.
Encore, c'est mal écrit. J'ai mal. Alors, middleware. Il y a- Quoi? Point doc. Alors, qu'est-ce que. Ah, attendez. J'ai corrigé dans l'autre. Bon, c'est pas le plus important. Alors, je l'appelle middleware.zip, peu importe. J'exécute. Il n'y a pas de message. La compression, on va regarder si c'est bien faite. On va actualiser avec refresh. Alors, j'ai ici, on va regarder quand même le chemin de tout à l'heure. Alors, nous avons un fichier qui s'appelle middleware. On va voir sa taille. Alors, sa taille, c'est combien? C'est 1,98 mégaoctets. Alors, le fichier qui a été compressé, c'est combien? 600 kilooctets, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a perdu des informations? Non. Alors, si vous voulez voir réellement est-ce que c'est bien fait, vous ouvrez avec WinZip ou bien WinRAR et vous allez trouver qu'à l'intérieur, il y a bien votre fichier, n'est-ce pas? Et si vous tentez de l'ouvrir, bah, vous allez voir que vous récupérez vos données comme ils étaient, n'est-ce pas? Alors ça, j'ai le fichier comme il a été fait. C'est bon? Voilà la compression. Oui. C'est l'intérieur de WinZip. De? WinZip. Oui. La taille, c'est 2 mégas. Oui, bien, c'est normal. C'est-à-dire après des compressions, parce que vous avez fait le. Ben vous... Non. Dans l'interface WinRAR. Là, attends. D'abord, tu ouvres le fichier, là, il a fait la décompression. C'est-à-dire, il te dit qu'après décompression, voilà sa taille. Donc, vous retrouvez la taille originale. Mais la taille. À compresser. Hein? Et on a trouvé avant 1,98 mégas. Multiplie par 1024, tu auras ça. C'est pas 1000. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez faire la décompression, c'est la même chose. Donc je vais vous laisser ça, vous pouvez tester vous-même. La décompression, c'est qu'au lieu d'utiliser ça, vous aurez ce scénario. Alors ça, c'est la compression. Voilà la décompression. C'est qu'avec la décompression, vous lisez le fichier .zip, mais vous lisez avec quoi? Zip input, c'est le même algorithme. Vous trouvez toujours le même principe et vous trouverez l'exemple, il est là. N'est-ce pas? Alors ça, c'est des points importants parce que quand vous gérez les flux de données, il y a beaucoup d'applications dans lesquelles vous voulez faire des connexions réseau, etc. On récupère des données et on les affiche, n'est-ce pas? Alors pour terminer, la dernière partie, c'est justement la sérialisation. Alors c'est quoi la sérialisation? Alors on a vu comment écrire des données. On a vu comment écrire des données format texte, format binaire sur des fichiers texte. Mais après, dans la programmation Java, vous avez la possibilité d'enregistrer un objet carrément, par exemple dans un fichier. Alors le fait d'envoyer un objet vers une sortie quelconque, ça s'appelle la sérialisation. Je prends l'objet de la mémoire, je le convertis en une série d'octets et je commence à envoyer ces octets vers une sortie. Donc cette sortie-là, ça peut être un fichier. Alors en tout cas, pour faire la sérialisation avec Java, on utilise une classe qui s'appelle Object Output Stream. Et si vous voulez faire la désérialisation, ça veut dire lire un objet à partir d'un fichier et de le récupérer, on utilise une classe qui s'appelle Object Input Stream. Mais il y a une condition. Ça, j'en ai parlé la dernière fois, si vous vous rappelez. Pour qu'un objet soit sérialisable, il faudrait que sa classe implémente l'interface serializable. Et une autre chose dont on n'a pas parlé, pour désigner les attributs qui ne doivent pas être sérialisés dans une classe, on peut les déclarer de type transient. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, on va essayer donc de voir comment faire la sérialisation. Alors, la sérialisation, donc le principe, il est très simple. Maintenant, je vais créer une classe. Imaginez que je crée une classe qui s'appelle opération. Par exemple, les opérations sur un compte bancaire que je mets dans un package métier.
Alors, je sais que chaque opération est définie par un numéro, le numéro de l'opération. Il est défini par la date de l'opération. On va déclarer la date de type date du package java.util, la date opération, le montant de l'opération, d'accord? Et après, on va générer les getters et setters. On peut générer un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Un exemple de classe. Alors maintenant, je vais créer une application qui permet de créer des objets opérations et de les enregistrer dans un fichier. Alors, c'est le dernier exemple que je vais traiter à ce niveau-là. Alors, je crée une application. Application 5. La méthode main. Je veux